Alors, professeur Aaron, tout à l'heure, était en train d'agir. Et moi, j'étais en train de subir. Au point qu'à un moment donné, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il ne fallait pas laisser le professeur continuer à agir et nous allons subir. C'est pour dire, ça a été pour moi un plaisir aussi de rencontrer le professeur Arona, voilà, qui est en réalité un trésor caché. Et j'ai eu à dire tout à l'heure que Dieu sait que parfois, seul dans ma chambre, je pouvais écouter le professeur pendant 2 heures de temps. Et une question m'a traversé l'idée, est-ce que le professeur est informé ou bien il manipule? Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, c'est extrêmement intéressant, extrêmement cohérent. On se pose la question de savoir qu'attend le président pour convoquer le professeur Arona. Parce que ce qu'il dit actuellement sur la géopolitique, géostratégique, tout président a besoin de comprendre l'arrière-plan. Donc, professeur, ça a été un plaisir de vous écouter. À un moment donné aussi, lorsque les présidents remerciaient le président Loba, je me disais, est-ce que je n'allais pas changer de sujet pour discuter de ce thème Loba, point. Et Dieu sait que j'aurais pu effectivement dire Loba, un excellent étudiant, Loba, un excellent leader. Mais dans une seconde partie, j'aurais pu tempérer un leader à aider parce qu'il reçoit beaucoup de coups. Mais c'est quelqu'un qui continue, comme l'a si bien dit un professeur, recevoir. Souvent, il donne des coups, mais il reçoit beaucoup plus de coups. Et il suffit de lire ses statuts pour voir que c'est quelqu'un qui est très résilient. Donc, peut-être, je vais suspendre cette question pour discuter. Mon collègue Thierno Soumaré, excellent privatiste, mais qui n'est pas ignorant du droit public. Tout à l'heure, on l'a présenté comme un publiciste, mais il l'est aussi. Il fait sa thèse qu'il a déjà déposée sur la CPI, Cour pénale internationale. Donc c'est pour dire quoi? Voilà un privatiste qui n'ignore pas les dynamismes contemporains, la géopolitique, la géostratégique. C'est pour dire que droit, ce n'est pas seulement des articles, mais c'est aussi la connaissance du monde. Donc le professeur aurait pu effectivement animer cette conférence. Mais comme les tonneaux vides font beaucoup plus de bruit, et je vais essayer de faire encore du bruit en discutant avec vous de l'indépendance de la justice au Sénégal, réalité ou utopie. Comment je vais aborder cette question? En 2 temps. D'abord, je vais commencer par une définition. Nous tous, nous savons c'est quoi indépendance, mais je vais rapidement dire que indépendance, on n'a pas besoin de l'autre. On ne subit pas d'influence. Et en 2 temps, d'abord, je vais dire qu'il y a une réalité textuelle certaine. Est-ce que la justice est indépendante? Le président Idriss Seck disait il faut être nuancé. Donc je vais être très nuancé. Je ne vais pas dire que la justice n'est pas indépendante. Je ne vais pas dire aussi que la justice est indépendante. Mais suivez ma démarche. Une réalité textuelle certaine. Donc textuellement, la justice est indépendante. Est-ce que la justice est indépendante? Dans un premier temps, une réalité textuelle certaine. Je n'ai pas dit une indépendance certaine, je n'ai pas dit c'est une réalité, je dis textuellement.
textuellement, il y a une indépendance. Mon ami Ndjegen, soigneusement bien habillé. Je ne dirais pas qu'il est beau, mais actuellement, il est bien habillé. Est-ce que vous voyez la nuance? Je ne dis pas que la justice est indépendante, je dis mais textuellement, il y a une indépendance. Une indépendance que je renforce, je dis certaine. Une réalité textuelle certaine. Mais dans un second temps, je vais tempérer en disant une indépendance plus virtuelle que réelle. Une indépendance plus virtuelle que réelle. Ne me dites pas aussi que j'ai eu à dire ici que l'université numérique est plus virtuelle que réelle. C'est pas ça. Donc, c'est la justice. Textuellement, elle est indépendante, mais je constate qu'il y a plus de virtualité que de réalité dans la pratique. Donc, voilà les deux axes de ma communication. D'abord, est-ce que la justice est indépendante? Oui, mais textuellement. Pourquoi? Il y a une consécration textuelle de l'indépendance de la justice. Il y a une consécration textuelle. Ensuite, il y a des garanties statutaires. Donc, il y a le statut des magistrats qui organise l'indépendance de la justice. D'abord, une consécration textuelle. Nous tous, nous avons eu à rencontrer, sans le voir, comme disait l'autre, de la même manière, nous tous nous connaissons Montesquieu. Mais qui a déjà vu Montesquieu dans la salle? Personne. Et tout le monde connaît cette théorie de Montesquieu qui dit il y a combien de pouvoirs? Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et l'article 88 de la Constitution me dit quoi? Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Est-ce que le pouvoir judiciaire est indépendant? Oui. Pourquoi? Parce que c'est la Constitution qui dit clairement nous avons trois pouvoirs. Nous avons le budget, l'animateur et le modérateur. Trois personnes différentes. Ici, exécutif, législatif et judiciaire. Donc, textuellement, l'article 88 de la Constitution pose l'indépendance de la justice. Il n'y a pas de débat. Est-ce que nous avons un pouvoir judiciaire? Oui. Quel est le fondement? C'est l'article 88 de la Constitution du Sénégal. Et c'est d'autant plus intéressant parce qu'au Sénégal, on ne parle pas d'autorité judiciaire, mais de pouvoir judiciaire. Normalement, si on devait se limiter là, tout le monde allait dire que nous avons une indépendance de la justice. Parce que la Constitution dit clairement il y a un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire et un pouvoir législatif. Premier élément, je suis dans la consécration textuelle. Premier élément, la séparation des pouvoirs. Premier argument. Deuxième argument, la proclamation constitutionnelle de la soumission du juge à l'autorité de la loi. C'est l'article 90, alinéa 2 de la Constitution qui me dit clairement les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de leur
fonction. Le juge écoute la loi. Le juge n'écoute pas le président Diomaye. Le juge n'écoute pas le président de l'Assemblée nationale. Il n'écoute pas Guy Marius Sagna ou Guirassy. Le juge écoute la loi. Il n'écoute pas les khalifes généraux. S'il faut rendre une décision, le juge ne va pas dire qu'est-ce que Monseigneur André Théodore Sarr pense de cette question. Le juge n'a qu'une autorité, c'est la loi. Est-ce que vous voyez bien? Donc, textuellement, le juge est indépendant. Lorsque De Gaulle est venu, il nous a dit, vous voulez l'indépendance, prenez-la. De la même manière, le président Wade disait quoi? Les juges sont indépendants. S'ils veulent, ils seront indépendants. Parce que textuellement, les textes posent, consacrent, affirment l'indépendance de la justice. Est-ce que la justice est indépendante? Oui. D'abord, séparation des pouvoirs, soumission du juge à la loi. Le juge écoute la loi. S'il y a un dossier, même si c'est politique, c'est pas l'affaire du juge. Affaire Khalifa Ababacar Sall et ville de Dakar, mais il y a un soubassement politique. Mais le juge, qu'est-ce qu'il constate? Il va constater qu'il y a escroquerie portant sur les deniers publics. Est-ce que Khalifa Sall voulait aider les imams ou bien encore les personnes souffrantes? Ce n'est pas son problème. Le juge n'a d'autorité que la loi. Une consécration de l'article 90 de la Constitution. Encore, il y a d'autres garanties. Et parmi ces garanties, il y a ce qu'on appelle l'inamovibilité. C'est pour dire quoi? Rapidement, quand on a un juge, imaginez le juge qui doit trancher l'affaire Farba Ngom. Et ce juge-là habite à Agnam. Normalement, on va dire, on risque d'avoir des difficultés. À quelques jours du procès, si la loi pouvait permettre au président de la République de changer, d'affecter le ministre, ce serait une entorse au principe de l'indépendance de la justice. C'est pourquoi il y a un principe très important qu'on voit déjà en première année. Un juge ne peut être affecté sans son consentement. Donc il y a un principe extrêmement important qui permet de garantir l'indépendance de la justice. Et ce principe est encore textuellement. Et quand je parle textuellement, c'est le texte. Quel est l'article 90, alinéa 3 de la Constitution? Donc le juge est indépendant. Mais quel juge? Si je dis à mon ami Ndjegen, quelle est la différence entre juge et magistrat? Ndjegen, un de mes étudiants à Subdeco, me dira, mais monsieur, vous me sonal loi. Nous n'avons pas le tribunal. Est-ce que le juge et magistrat, quelle est la différence? En première année, on nous dit, tout juge est un magistrat. Mais tout magistrat n'est pas un juge. Ça, c'est pas accessible pour quelqu'un qui fait économie, même si vous avez fait droit. Donc, regardez, ce principe-là, comme quoi on ne peut pas changer, remplacer un juge, ne s'applique pas à un procureur. On peut, à l'occasion d'un procès, dans un procès, remplacer, comment dirais-je, un procureur. Et quand vous voyez un peu les agitations de l'honorable député Alioune Ndao, il a été victime de ça. C'est en cours de procès qu'il a été changé. Donc, si vous voyez
l'honorable député Alundao avoir une petite haine, il faut le comprendre. C'est parce que c'est dans un procès qu'il a été changé. On profane dira, ça ce n'est pas normal. Mais mon ami Loba, qui est à L3, dira, mais textuellement, ce n'est pas interdit. Cela veut dire quoi? Le juge ne peut pas être affecté, remplacé sans son consentement. Cette garantie-là ne s'applique pas pour les magistrats du parquet. Ils sont indivisibles et donc hiérarchisés. On verra ça. Donc, je suis à ma troisième garantie. Séparation des pouvoirs, soumission à la loi et inamovibilité. Quatrième élément qui me permet toujours de dire que le juge est indépendant, ou bien la justice est indépendante, c'est qu'il y a un conseil supérieur de la magistrature qui gère la carrière des magistrats, la nomination, le remplacement des magistrats et les sanctions disciplinaires. Donc, ce conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République et en cas d'empêchement remplacé par le garde des Sceaux. Regardez donc, théoriquement, textuellement, la justice est indépendante. Parce que il y a un pouvoir qui s'appelle le pouvoir judiciaire qui tranche les litiges. En principe, le pouvoir exécutif ne peut pas s'immiscer dans les affaires du pouvoir judiciaire. Première partie, donc une indépendance textuellement consacrée. C'est une réalité. Textuellement, c'est la vérité. Mais il faut savoir tempérer, nuancer. C'est pourquoi dans un second temps, je vous invite à montrer que ces garanties sont plus virtuelles que réelles. Là-bas, j'avais dit une indépendance textuelle certaine. Certaine, ça veut dire oui. Il n'y a pas de débat. C'est certain. Oui. Mais ici, je vais nuancer en disant c'est plus virtuel que réel. Donc il y a problème. Quand le mari de la présidente de l'ENO de Kermassa, Mané, si Mané a un mari plus virtuel que réel, il y a problème. Elle a un mari plus virtuel que réel. 50 ans de mariage virtuel. Mais qui pensera? L'autre est au Canada, 50 ans de mariage avec Mané. Il envoie de l'argent. Est-ce que vous pensez, si les règles de la géopolitique n'ont pas changé, bien sûr, est-ce que Mané, après 50 ans de mariage, sans voir son mari, elle peut avoir un enfant avec ce mari qui se trouve au Canada? Parce que c'est un mariage plus virtuel que réel. C'est la même chose. Une indépendance textuellement certaine. C'est sûr que textuellement la justice est indépendante, mais dans la pratique, c'est plus virtuel que réel. C'est pourquoi, en deux temps, je montre d'abord une réelle infédération de la justice au pouvoir judiciaire. D'abord, une dépendance des magistrats du parquet vis-à-vis du pouvoir exécutif. Ensuite, la présence du président de la République est gênante. Nous allons voir d'abord une dépendance des magistrats du parquet. Tout à l'heure,
Je vous ai parlé du juge. Mais à côté du juge, nous avons le parquet. Le parquet, le ministère public. Déjà en première année, on nous parle de cette dépendance. Au sommet, nous avons le procureur général près de la Cour suprême. Ensuite, nous avons les procureurs près de la Cour d'appel, le procureur de la République, les délégués du procureur de la République, et dans les juridictions spécialisées aussi, nous avons un représentant de la société. Beaucoup pensent que le procureur représente qui? Il représente le procureur. Le ministère public représente qui? Il représente la société. Et beaucoup, qui représente alors l'État? Qui représente l'État? Oui, c'est le ministre de la Justice. Qui représente l'État? Donc, c'est ça notre problème. Le procureur, le ministère public représente la société. Mais celui qui représente l'État dans un procès, c'est l'agent judiciaire de l'État. Donc, ce n'est pas le procureur. Le procureur ne représente pas l'État. Il représente la société. C'est la société qui dit « Koussaga, Saga, procureur, il n'est pas là pour Ousmane Sonko, mais il est là pour la société. » Donc, ce parquet-là, ce ministère public est hiérarchisé. Vous avez entendu aujourd'hui le débat. Le père, récemment, lors de la campagne, a dit le ministre de la Justice, vous êtes une autorité politique. Moi, je peux vous donner des ordres, vous donnez des ordres au procureur général. Mais quelqu'un qui ne connaît pas du droit, regardez l'article 28. L'article 28 me dit, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, peut dénoncer au procureur général les infractions, lui engendre d'engager ou de faire engager les poursuites. Le garde des Sceaux, Ousmane Diagne, aujourd'hui, peut dire au procureur général, d'abord topalma Rakou Farba Ngom, ou bien d'abord top Ismaïla Madior Fall. On dira, mais Ousmane Diagne, qui est autorité publique, politique, d'après le père, a demandé au procureur général de poursuivre. Mais textuellement, c'est possible. C'est l'article 28 du Code de procédure pénale qui permet au garde des Sceaux de demander à un procureur de poursuivre une personne. Mais imaginez, si c'est Azoura Fall qui insulte, le garde des Sceaux, est-ce que le garde des Sceaux pourra demander de poursuivre cette personne? Donc, textuellement, c'est possible. Mais dans la pratique, c'est gênant. Parce que le garde des Sceaux est une autorité politique. Et on demande à une autorité politique de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Si ça l'arrange, il va poursuivre. Si ça ne l'arrange pas, il ne va pas poursuivre. C'est ce que j'appelle moi les garanties plus virtuelles que réelles. Je répète, il y a une dépendance du parquet vis-à-vis de l'exécutif. L'exécutif peut donner des ordres au procureur général, au procureur de la République. Et pourtant, je viens de vous dire que la justice est indépendante. Et quand on dit indépendance, c'est-à-dire on n'a pas besoin de l'autre. On ne reçoit pas d'injonction ou d'ordre. Mais l'article 28 dit le contraire. Alors, une question s'impose à nous. Est-ce que le procureur de la République est indépendant? Est-ce qu'il est indépendant? Non, parce qu'il peut recevoir des ordres.
le procureur de la République sera sera beaucoup plus engagé à poursuivre le frère de Farba Ngom que de poursuivre le porte-parole du gouvernement qui dit que l'autre a été tué. Ce même fait-là, si c'était un autre opposant qui l'avait dit, il sera poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Si un opposant dit le ministre Moustapha Ba a été tué, il ne va pas passer la nuit chez lui. Mais si c'est le porte-parole qui le dit, il n'y a rien. C'est parce qu'en amont, il y a l'article 28 qui dit que le garde des Sceaux va dénoncer des faits et demander au procureur de poursuivre. Textuellement, il n'y a aucun problème. C'est possible, mais c'est gênant. Donc, textuellement, c'est gênant. C'est possible, mais dans la pratique, il y a un problème. Donc, ça c'est une première aporie, une première difficulté. Deuxième chose, le Conseil supérieur de la magistrature. Qui préside le Conseil? C'est le président de la République, le président Diomaye. Il est secondé, assisté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Lorsqu'on était dans l'opposition, le président Diomaye dit clairement il n'est pas normal que le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Le PM en question a dit clairement que le Macky Sall amul lu muy def ci conseil bi daa war a génn Conseil supérieur de la magistrature. Tout le monde a entendu. Amnesty International, Alioune Tine, tout le monde, Waly Diouf Bodian, tout le monde disait que le président de la République ne doit plus siéger dans le Conseil supérieur de la magistrature parce que day xool ay nitam yu ko neex. Njëgeen mii moom daa yaru waa kër njëgeen la lu ma wax mu def ko su bañee ma woo Xalifa njëgeen mu woo ko xaar ma yóbbu ko Thiès. Sama maam jee kii moom carrière am ñetti at a ko dese lu ma ko wax day bañ ndey day xool ay sëtam maa ne moom garaawul xam naa ne moom ibaadu la daa yaru. Donc c'est le président qui va placer ses hommes. Après l'accession à après les élections de 2024, le président donc, a organisé des assises de la justice. Et il était question de se poser la question, est-ce que le président doit continuer à siéger? Au début, le président avait sa position. Mais récemment, vous avez entendu le président dire affaire yi ni mu ko gisee nii c'est trop tôt pour ma génn fa. Il y a un problème. Est-ce que c'est le projet ou bien est-ce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il y a des choses qu'il faut régler avant de quitter? Comme nous, ce qui nous intéresse, ce sont les trains en retard. Les trains à l'heure ne posent aucune difficulté, ce n'est pas notre problème. Mais les trains en retard. Donc, une des difficultés de la justice, c'est la présence du président de la République dans le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, ordre des architectes, est-ce que vous avez déjà vu un mécanicien dans l'ordre des architectes? Un mécanicien. C'est l'association des mécaniciens. Il n'a rien à voir dans l'ordre des pharmaciens ou des dentistes. Chacun avec son organisation. Est-ce que le président de la République, qui est dans quel pouvoir? Dans le pouvoir exécutif. C'est pas moi qui le dis, hein. Cher ami qui pose des questions, c'est vous qui dites que le président est dans le pouvoir exécutif. Et c'est lui qui préside le pouvoir judiciaire. Si on doit nous convoquer, il faut être devant, parce que ce n'est pas moi qui a confirmé. Est-ce que vous voyez un peu ce problème? On a déjà textuellement consacré quoi? Indépendance de la justice, séparation des pouvoirs. Yow yaay togg añ, yaay togg reer, yaay togg ndékki. Ñu dem ba ngoon ki togg ndékki ñu ne ko
C'est ça le problème. Le président de la République est dans le pouvoir judiciaire, dans le pouvoir exécutif, et c'est lui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, qui est dans le pouvoir judiciaire. Il y a problème. C'est pourquoi je continue à dire un mari virtuel, plus virtuel que réel. Donc ici, des garanties plus virtuelles que réelles. Donc dépendance, c'est une chose. Le parquet dépend du garde des Sceaux. Et on nous a appris, et ça c'est une nouveauté, que le ministre de la Justice n'est pas une autorité judiciaire, mais une autorité politique. Ça c'est au moins j'ai appris quelque chose. Tout le monde est défendu et def. Jusqu'ici, c'est l'article 28 qui me disait que le garde des Sceaux peut. Mais aujourd'hui, le PM peut demander au garde des Sceaux, lequel demande à un autre. Donc, dépendance, omniprésence du président de la République. Troisième difficulté, la violation constante du principe de l'inamovibilité. Cela veut dire, je vous ai dit tout à l'heure, que le magistrat ne peut être remplacé, même par promotion, sans son consentement. Mais il y a deux voies de contournement. Il y a deux voies. D'abord, la nomination en poste par intérim. Intérimaire. Qui dit intérim dit que c'est précaire, c'est provisoire. Et quand vous êtes dans un poste provisoire, vous n'aurez pas toutes les garanties. Un titulaire et un remplaçant. Quand on dit Loba est en voyage, il est remplacé par Mané. Mané est remplaçante, intérimaire. Donc, elle n'aura pas tous les pouvoirs du titulaire. C'est la même logique. Donc, de plus en plus, on va nommer les magistrats par intérim. Et s'ils sont nommés par intérim, ils n'auront pas cette garantie appelée inamovibilité. Donc, deuxième chose, comme violation, c'est le recours excessif à ce qu'on appelle nécessité de service. Voilà un magistrat qui doit juger l'affaire Farba Senghor. À un mois, le président se réveille un beau jour et dit à Tambacounda, il nous manque des magistrats. Allez à Tambacounda. Pourquoi on me met à Tambacounda? C'est par nécessité de service. Sans le bécolage. Point. Normalement, on ne pouvait pas vous déplacer. Mais en raison de ce qu'on appelle nécessité de service. Je suis sûr et certain que le président Loba voulait quitter depuis très longtemps. Mais c'est nécessité. Il veut accompagner, encadrer les étudiants de la P12. C'est pourquoi il s'est présenté encore. Nécessité de service. C'est ce que Loba dit, mais en réalité, ce n'est pas ça. Il dit, mais pourquoi tu ne donnes pas le relais aux autres étudiants? Il dit non, c'est par nécessité. Mais en réalité, les étudiants et étudiants donnent parfois 1000 francs, 2000 francs à Loba. Mais Loba ne le dit pas, il dit par nécessité. Je veux les encadrer, mais ce n'est pas ça. C'est la même chose. Normalement, on ne peut pas déplacer un magistrat sans son consentement. Mais qu'est-ce qu'on dit? Par nécessité. Regardez les premières affectations. Les magistrats qui ont eu à gérer les dossiers sensibles sont tous à Tambacounda. Ne me doute pas que c'est du hasard. Parce que ce sera un peu difficile pour moi de voir tous ces trois grands magistrats qui sont actuellement à Tambacounda. C'est peut-être le fruit du hasard, c'est bien possible. Donc, deux voies de contournement. Quelles sont ces deux voies? C'est d'abord affectation par intérim. Vous perdez la garantie. Ou bien affectation par nécessité de service. C'est le service qui exige qu'on puisse vous déplacer. Le magistrat qui doit connaître l'affaire Farba
Ngom, on dit, on a besoin de vous à Tambacounda. Il quitte, on amène quelqu'un gérer l'affaire Farba. Donc, la garantie textuelle est vidée de son sens. Alors, pour ne pas faire comme le médecin du XIIe siècle qui va diagnostiquer des maladies sans pour apporter des remèdes, je vais faire comme le professeur Aronagnan, donner quelques solutions qui ne sont pas bonnes, mais c'est pour remplir seulement quelques solutions ou pistes de réflexion. Comment passer de l'utopie à la réalité? Mané, comment passer du mariage virtuel au mariage réel? Soit vous allez à Canada, soit lui, il vient. C'est pourquoi je dis, comment passer de l'utopie à la réalité? Je dis, textuellement, indépendance. Dans la pratique, il y a des difficultés. Quelles sont les solutions? Comment passer de l'utopie à la réalité? D'abord, abrogation de l'article 28. Je vous ai déjà parlé de l'article 28. Le garde des Sceaux peut donner des injonctions au procureur pour qu'il puisse poursuivre. Si on supprime, c'est pourquoi le procureur de la République qui écoute Walfadjri et qui écoute le professeur Aragna faire des affirmations, pourquoi le procureur lui-même ne peut pas se saisir sans pour autant obtenir ou recevoir un ordre? Donc si on supprime cette dépendance, le procureur pourra effectivement saisir, poursuivre une personne sans recevoir un ordre. Donc une solution, c'est l'abrogation de l'article 28. C'est le cas de l'Italie ou du Portugal. Alors, mais il y a un problème. Dans le club, dans la cellule, il y a des étudiants de EJ, de DIL et des sciences politiques. Mais si on laisse à l'OBA le soin de choisir les membres de la commission, il va choisir que des étudiants de DIL. Parce qu'il est de DIL. Donc, si on supprime ou on abroge l'article 28, on peut être dans ce qu'on appelle le royaume des juges. Les juges seront très puissants. C'est à eux de saisir, ou bien les parquets, si le parquet estime que c'est une personne puissante, il peut décider de ne pas le poursuivre. Et aujourd'hui, le débat, c'est qui définit la politique pénale. Qui définit la politique pénale? Ce sont les questions de l'heure. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que les personnes poursuivies dans l'affaire de la COVID-19 ont bénéficié de caution presque? Et au même moment, Tahirou Sarr est en prison. Farba en prison. Lat Diop en prison. Alors, les dames, est-ce que vous pouvez m'expliquer la logique d'Ibn Thiam? Comment on peut refuser une caution de 400 milliards et accepter une caution de 2 millions? La logique d'Ibn Thiam. Comment on peut refuser une caution de 400 milliards de Farba Ngom et accepter une caution de 2 millions d'Aziz ou bien de Tange, ainsi de suite? C'est parce que derrière, il y a une politique. C'est le gouvernement qui dira, nous, dans l'affaire de la COVID-19, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'amener les personnes en prison. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est de reprendre nos fonds. Donc, si la personne accepte de verser un montant, libéré. Et ensuite, on prend nos 15 millions, 20 millions, 20 milliards, 30 milliards. Regardez, au même moment où l'État cherchait 400 milliards, 450 milliards, Farba, lui seul, a mis sur la table 400 milliards.
C'est difficile de croire ce qui se passe dans ces pays. Donc lui-même, il cautionne 400 milliards. L'État avait besoin de 450 milliards, il a fait un appel. Si on ne fait pas une politique, donc c'est le gouvernement qui dit, mais qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche à punir ou bien est-ce qu'on cherche à récupérer notre argent? Dans l'affaire de Covid, effectivement, la politique pénale est claire, il faut reprendre nos fonds. Mais dans les autres affaires, il faut d'abord sanctionner. Il n'est pas normal que quelqu'un puisse détourner de l'argent. Dans ce cas, il faut sanctionner et ensuite recouvrer les sommes détournées. Mais il y a toujours la présomption d'innocence. Mais juste pour vous dire quoi, parfois la politique pénale est déclenchée ou encore définie par le gouvernement. Si on donne aux juges, aux procureurs le soin de définir la politique pénale, on peut avoir des difficultés. Ensuite, deuxième solution, c'est la nécessité de service. Il faut limiter le recours à la nécessité de service ou encore affectation par intérimaire. Donc tout ça, on l'a déjà dit. Le problème principal, c'est que les magistrats sont parfois affectés sans leur consentement en violation des garanties prévues par le statut des magistrats. Autre solution, c'est la non-participation de l'exécutif. Aujourd'hui, est-ce que la solution ne serait pas de demander au président de la République de quitter le Conseil supérieur de la magistrature, lui et son ministre de la Justice? Je vous ai déjà rappelé le discours ou la position de l'actuel président. Mais aujourd'hui, il s'est rendu compte qu'il est tôt pour quitter le Conseil supérieur de la magistrature. Mais est-ce que la solution ne serait pas aussi d'ouvrir le Conseil supérieur de la magistrature, faire intervenir des professeurs d'université, des membres de la société civile? C'est une solution préconisée par certains. La justice est rendue au nom du peuple. Pourquoi des représentants du peuple ne devaient pas être dans le Conseil supérieur de la magistrature? Donc aujourd'hui, le débat est clair. Les magistrats refusent catégoriquement. Ils ne veulent pas l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature. Les universitaires, les praticiens disent, mais ce n'est pas le Conseil supérieur des magistrats, mais le Conseil supérieur de la justice. La justice, ce n'est pas pour les magistrats, c'est pour le peuple. Et par conséquent, les avocats doivent siéger, les huissiers, les notaires, les professeurs d'université, à l'ultime, doivent siéger dans ce conseil. Donc voici aujourd'hui les débats. Est-ce qu'on doit ouvrir? Le président avait dit, normalement, Macky Sall doit quitter. Lui, il vient, il dit, effectivement, il doit quitter, mais aujourd'hui, il dit, pour le moment, est-ce qu'on va dire c'est du wax? Si je le dis, on va me dire, vous êtes contre le projet, mais c'est la réalité. Est-ce que le président Macky Sall n'avait pas raison de rester dans le Conseil supérieur de la magistrature? Voilà les grandes questions de l'heure. Est-ce que le président doit quitter? C'est une solution aujourd'hui pour moi. Ce n'est pas le royaume des juges. Je ne suis pas pour que le président quitte et qu'on laisse les juges seuls. Ça, c'est extrêmement grave. Ce sera le royaume des juges. Ou bien le bureau de l'OBA composé que des étudiants de DIL. SP ne va jamais organiser de cérémonie. EJ ne va jamais organiser de cérémonie. Il n'y aura pas de thème de EJ et de SP. C'est toujours des thèmes de discussion, TIC, 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 parce que c'est l'OBA le président. Mais quand on ouvre, aujourd'hui on a ouvert au point de donner la modération à quelqu'un qui vient de MIC. C'est ça l'ouverture. Moi je suis pour une ouverture du conseil, qu'on puisse intégrer d'autres personnes parce que la justice est rendue au nom du peuple. Et autre chose, c'est la dépendance financière.
limiter la dépendance financière. Parce que le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature est rattaché à la présidence. Donc, ku le borom kër ku ko ñu koy yeewu da nga tëddaat ku la àll bët fu ko neex ngay xool. Donc, si on veut une indépendance certaine, pratique et financière, effectivement, la solution serait d'allouer un budget géré par le pouvoir judiciaire. J'ai tout dit ou pas assez, mais je ne pourrai jamais être comme le professeur Aaron Nia. J'ai essayé de vous divertir un moment et je vous remercie.